bonjour. Une émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes en direct du Centre des congrès de Québec où se tient une grande conférence internationale sur la radicalisation et l'Internet qui est organisée conjointement par le gouvernement du Québec et l'UNESCO. L'objectif, c'est la prévention et, si possible, l'élimination de la radicalisation des jeunes, mais pendant la prochaine heure et demie, on va essayer de comprendre ce phénomène de la radicalisation, un phénomène relativement nouveau, inquiétant bien sûr, qu'on essaie de contrer, de prévenir, et quand le mal est fait, on parle de déradicalisation. Est-ce que c'est possible? Pour nous accompagner dans ce qui est un sujet qui peut ressembler à un labyrinthe, j'ai avec moi Aurélie Campagna. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval et elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme. Madame Campagna, bonjour. Bonjour. D'abord, quand on parle de radicalisation, comme je vous disais, le mot est assez jeune, il est aussi assez galvaudé maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a un portrait type d'une personne radicalisée ou si il y a autant d'histoires que de personnes radicalisées, chaque cas est un cas d'espèce? J'ai envie de dire qu'il y a autant d'histoires que de personnes radicalisées. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de convergences que l'on peut identifier, sans parler de profil, sans parler de trajectoire type. Ce que l'on voit émerger à travers la trajectoire de ces jeunes radicalisés, c'est en général une certaine vulnérabilité, qu'elle soit sociale ou psychologique. Ce sont des jeunes en manque de repères ou des jeunes qui vont vouloir à un moment donné se détacher de leurs proches ou de la société dans laquelle ils évoluent. Oui. Quand on fait le portrait un peu de ce qui se passe ici au Québec et au Canada, d'abord de combien de gens on parle, de dizaines, de centaines de personnes, quelle est l'étendue du phénomène ici? C'est très très difficile à chiffrer, tout simplement parce que c'est un phénomène qui se passe en général dans une semi-clandestinité. Le SCRS estime qu'il y aurait entre 70 et 100 Canadiens aujourd'hui en Syrie et en Irak. Alors si on prend que ce cas-là, maintenant, quand on parle de radicalisation, il y a probablement un problème. Vous l'avez dit, radicalisation, le terme de radicalisation est galvaudé parce qu'il y a des idées radicales, puis il y a ceux qui vont passer à l'action. Et ceux qui passent à l'action sont une infime minorité. Mais il y a quand même toute cette communauté autour de ces gens qui passent à l'action, des sympathisants. Donc c'est vraiment très très difficile à chiffrer. Mais il faut quand même préciser qu'au Québec, au Canada, on est nettement moins touché qu'ailleurs en Europe, en France, en Belgique par exemple. Il y a quand même eu des gens qui sont partis pour la Syrie faire le djihad là-bas. Bien sûr. C'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui existe, il ne faut pas le nier, mais c'est quand même un phénomène qui est beaucoup moins important que ce que l'on peut observer en Europe. La distance géographique explique en particulier pourquoi il est plus difficile quand on réside au Canada de se rendre en Syrie, en Irak, si on ne parle que de la radicalisation dans la mouvance djihadiste. Oui, mais justement, quand on parle de radicalisation, les gens vont faire automatiquement le lien avec l'islam, avec cette radicalisation-là. Pourtant, il y en a des radicaux chez des suprémacistes blancs aux États-Unis, chez plein de groupes. Comment on peut expliquer que le courant islamiste soit le plus fort? C'est celui qui, vraiment, dont tout le monde parle et on pourrait penser que c'est le seul. On pourrait penser que c'est le seul, effectivement, quand on lit les médias, quand on entend nos politiciens. Comment l'expliquer? Tout simplement parce que c'est la menace de l'heure, la menace la plus importante, on ne se le cachera pas. Mais il y a aussi une obsession pour la menace que représente le djihadisme, obsession qui tend à occulter les autres formes alors je ne parlerai peut-être pas de menace, mais de risque. Vous avez parlé des suprémacistes blancs, l'extrême droite groupusculaire, violente, représente, à mon sens, la deuxième menace en importance dans nos sociétés occidentales et au Canada, entre autres. Est-ce qu'elle existe vraiment au Canada, cette mouvance-là? Elle existe. Elle est assez confidentielle. Elle est très très peu présente dans les espaces publics, mais elle existe. Elle a été beaucoup plus forte dans les années, fin des années 80, début des années 90. Mais on a l'impression qu'elle est en train de se restructurer, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, en Ontario, en Colombie-Britannique. Et puis, on ne se le cachera pas, il y a une certaine banalisation des idées d'extrême droite dans certaines franges de la population, ce qui aide cette mouvance à acquérir une visibilité nouvelle. On est à l'aube des élections américaines. Est-ce que ça a un lien? Je dirais pas que c'est un lien direct, mais on est dans un environnement effectivement mondial. Où on brasse ces idées-là. On brasse ces idées-là, puis pas simplement aux États-unis, en Europe entre autres. Oui, Pensez à la montée du Front National en France, pour ne mentionner que cet exemple. Oui. Vous connaissez bien les mouvances djihadistes. Parlez-nous de... Parce que c'est très important ici, on fait une conférence sur la radicalisation et Internet, l'appareil de propagande qui vient avec. Ces gens-là ne sont pas des amateurs, ils savent très bien ce qu'ils font. Il y a un appareil de propagande bien établi, bien rodé même. Oui, effectivement, mais ils ne sont pas les seuls. À l'extrême droite aussi, Oui. ils ont commencé à sophistiquer très très largement leur discours et la manière de le diffuser.
En fait, si vous voulez, l'État islamique, puisque c'est de ça qu'on parle, ou Daesh, a innové quelque peu, mais pas tant que ça. Al-Qaïda a jeté les bases, dirais-je, de ce qu'était la propagande, ou de ce qu'est la propagande islamiste djihadiste. Et d'ailleurs, Daesh reprend la plupart des thématiques véhiculées par Al-Qaïda. Simplement, ils ont terriblement modernisé, sophistiqué le contenant, en utilisant abondamment les médias sociaux, de manière assez habile d'ailleurs, en mettant en scène, en rendant finalement accessible à tout un chacun ce discours qui peut paraître un petit peu obscur d'un prime abord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que le contre-discours, les autorités parlent beaucoup du contre-discours qu'on doit faire à celui de Daesh et celui des autres mouvements djihadistes. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce contre-discours-là fonctionne, qu'il soit écouté, qu'il se rende au bon endroit? Premièrement, qu'il arrive aux cibles, c'est-à-dire aux jeunes qui sont les plus susceptibles d'être radicalisés. Et on l'a beaucoup dit dans la conférence, les initiatives gouvernementales fonctionnent, mais ce qu'il faudrait également, c'est que ces contre-discours-là viennent des jeunes pour qu'ils se rendent peut-être plus facilement et plus rapidement vers les communautés qu'ils ciblent. En particulier, on dit que la radicalisation se fait beaucoup sur Internet. Comment on fait pour que ces contre-discours-là se rendent aussi sur Internet, soient aussi visibles que les autres? Il y a tout un tas de mécanismes que je maîtrise peut-être pas très bien, très techniques, qui permet, quand vous tapez un certain nombre de mots-clés, de mettre de l'avant des sites qui propagent ces contre-discours-là. Mais il faut préciser qu'Internet joue un rôle, oui, un rôle important, mais Internet est un outil, un vecteur. Derrière ça, il y a tout un processus qui prend forme également dans le monde réel et qu'on a tendance de temps en temps à occulter parce qu'on a beaucoup pointé du doigt le rôle d'Internet ces dernières années, qui, je le répète, joue un rôle important, mais pas un rôle exclusif et peut-être pas dans certains cas le plus important, parce que quand on réfléchit à radicalisation et Internet, on pense principalement aux processus qui prennent place dans le monde occidental. Or, la radicalisation, particulièrement djihadiste, ne touche pas que le monde occidental. Ouais. Je vais faire juste une note de programmation. D'habitude, on parle du groupe armé État islamique. On parle maintenant de Daesh à Radio-Canada parce que tout le monde parle de Daesh. Alors pourquoi pas nous aussi? Autrefois, on n'utilisait pas ce vocable. Mais est-ce que Daesh a besoin des personnes radicalisées en Occident pour mener sa guerre en Irak ou en Syrie? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, ou si ça aussi, c'est une œuvre de propagande? Ils en ont eu besoin au départ, mais c'est le phénomène... C'est difficile de répondre à cette question, en fait, parce que je ne suis pas dans la tête des leaders de Daesh. Mais ils en ont eu besoin pour montrer qu'ils étaient capables d'attirer d'autres musulmans convertis, irakiens, syriens, ou du monde musulman de manière générale. Mais aujourd'hui, ils s'en servent beaucoup à des fins de propagande. Rolly Campagna, merci beaucoup. Vous restez avec nous de toute façon pour toute l'heure et demie. Vous allez être notre guide dans tout ça. Mais il y a quelqu'un qui vient de se joindre à nous à la table. C'est Rachid Madran. Il est ministre de l'Aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de la communauté française de Belgique. Monsieur Madran, bonjour. Bonjour. Merci pour cette invitation. Ben oui. Et je vais avoir une question pour vous deux parce que l'actualité nous rattrape. On dit que les troupes kurdes auraient pris la ville de Mossoul ce matin. C'est une information qui est venue d'une seule source, alors elle n'est pas complètement confirmée. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça, c'est très important dans la lutte contre Daesh? Et en élargissant la question, est-ce que c'est important dans la lutte contre la radicalisation, M. Madran? D'abord, je trouve, si l'info se vérifie, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça démontre que cette image de propagande, d'invincibilité, de progression constante, etc., est mise à mal. Et par ailleurs, ça permettra d'affaiblir évidemment ce mouvement et de montrer qu'il est faillible parce que quand on regarde aujourd'hui la propagande, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est quelque chose qui est en progression constante depuis quelques années et ça suscite aussi auprès de cette jeunesse une espèce de fascination. Et donc je pense que ça va peut-être désacraliser ce mouvement et donc voilà, je croise les doigts, j'espère que c'est là. Il me semble que ce phénomène de désacralisation, il a commencé il y a quelques mois déjà parce qu'on note quand même une baisse assez significative du nombre de jeunes qui se dirigent vers la Turquie pour rentrer en Syrie, en Irak par la suite. Donc les revers militaires que Daesh subit depuis quelques semaines maintenant contribuent à arrêter le mouvement des combattants étrangers vers... J'espère que ce n'est pas une stratégie en même temps pour faire en sorte que les jeunes ne partent plus, mais il ne faut pas qu'ils restent et qu'ils puissent faire
d'autres attentats, commettent d'autres... Dans leur pays. Voilà, dans les propres pays. Oui. Donc j'espère que ce n'est pas une stratégie non plus. C'est un risque. C'est un risque. Ça risque, mais bon, encore une fois, ce seraient des troupes kurdes qui seraient entrées dans Mossoul, ça ne veut pas dire que la ville est prise. Et d'autre part, on n'a qu'une seule source, donc on prend ça avec un petit peu de réserve quand même. Mais M. Adran, vous avez déjà dit, si je ne me trompe pas, que le Québec est une source d'inspiration dans la lutte à la radicalisation. Vous voulez dire quoi exactement? Mais il y a une bonne année, j'étais venu en visite ici pour étudier le modèle québécois, et c'était à Montréal, le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Et on a mis en place en Belgique, à Bruxelles particulièrement, un centre qui s'inspire très fort de ce qui a été fait à Montréal. On lui a donné quelques missions supplémentaires que je ne vais pas commenter ici, mais en tout cas, ça a été une source d'inspiration parce que très vite, je pense que les Québécois ont compris qu'il fallait travailler sur la prévention. Je pense que du côté belge, français et autres pays européens, on a plutôt mis l'accent sur le curatif et le répressif pendant trop longtemps. Et je pense que la dimension prévention n'avait pas été suffisamment prise en compte. Et je pense que là, les Canadiens, les Québécois nous ont en tout cas montré ce chemin et nous ont montré la prévention comme source de... Moi, j'aime pas le mot déradicalisation, désengagement. Et je crois que c'est quelque chose qui était important. Et donc, voilà, c'est prévenir pour mieux vivre ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire en Belgique. Mais si je comprends bien, en Belgique, les efforts portent surtout sur le retour de gens qui reviennent de Syrie en ayant été les deux. On évite les départs, mais quand ils reviennent, il faut pouvoir les prendre en charge. Donc ils sont screenés, on vérifie quand même. Donc nous, le retour, on n'a pas eu à travailler là-dessus très fort encore au Canada. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un revient là, de Syrie ou de Turquie? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, il faut distinguer. Il y en a qui partent. Certains sont partis et sont revenus effrayés de ce qu'ils y ont vu. Attention, ils ne sont pas tous partis pour commettre des horreurs et puis qu'ils reviennent. Bon. Donc quand ils reviennent, en général, il y a une espèce de sas, c'est presque un sas de décompression où ils sont screenés, étudiés. Nos services de renseignement, évidemment, analysent, étudient pour voir ce qui s'est passé. Et en fonction de ce qu'on peut leur reprocher ou non, il y a des décisions de juges. Certains se retrouvent derrière des geôles de prison, d'autres sont pris en charge par des services psychosociaux qui essayent avec eux de les emmener vers un chemin qui est beaucoup plus acceptable socialement. Moi, je n'utilise jamais l'expression déradicalisation parce qu'un être humain n'est pas un ordinateur sur lequel on appuierait sur delete et puis on appuie sur reset et on a un être nouveau qui apparaît, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est les désengager de la violence. C'est le passage à la violence qui est condamnable. Le reste, vous l'avez dit, je suis parfaitement d'accord avec vous, ne nous pose pas de problème. Je veux dire, on vit en démocratie, on ne va pas se mettre au niveau de l'adversaire. Et donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est faire en sorte que les jeunes évitent de partir. Et quand ils ont un sentiment de mal-être, etc., on a des services aujourd'hui qui travaillent avec eux. Et quand il s'agit de gens qui reviennent, on les prend en charge. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on a des personnes qui sont parties, qui ont commis des horreurs. On doit presque travailler avec eux, comme vous savez, ces militaires pendant la guerre du Vietnam qui ont connu des traumatismes. Et donc là, c'est un traitement post-traumatique qui fait presque appel à des médecins, psychiatres, etc. On est dans du curatif, presque. On a face à nous des gens qui sont très très loin, quoi, psychologiquement. Voilà. Mais je pense qu'il y a deux points que vous soulevez qui sont particulièrement importants. La première, c'est que tous ces combattants étrangers ou tous ces occidentaux ou autres qui se rendent en Syrie n'ont pas une expérience positive de la guerre. Il y en a beaucoup qui reviennent complètement désillusionnés, soit qu'ils ont vécu des horreurs, qu'ils ont vu des horreurs, soit que ne parlant pas la langue ou étant été intégrés au mauvais bataillon, on les a cantonnés à la logistique, à faire la cuisine, et c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc ils rentrent complètement désillusionnés. Deuxième aspect qui me paraît important de soulever, c'est que effectivement le terme de déradicalisation que je n'emploie pas non plus, signifie désengagement parce qu'on ne peut pas déprogrammer quelqu'un. Et dans la recherche sur l'extrême droite que j'ai faite, pour avoir rencontré des ex-militants d'extrême droite, certains nous disaient « j'ai conservé mes croyances radicales, simplement je ne souhaite plus passer à l'action ». Et ça, en démocratie, c'est tout à fait correct, tant que ces croyances-là ne mènent pas effectivement au passage à la violence. Monsieur Adran, ce qu'on voit ici, j'imagine que c'est la même chose en Belgique. Comment on fait avec un jeune qui est tiraillé entre son appartenance au pays où souvent il est né en Belgique de parents qui peuvent être musulmans, mais qui sont nés en Belgique, et son allégeance religieuse qui
parfois même est ostracisé. Comment on fait pour orienter le jeune dans tout ça? Ça, c'est la question essentielle. La vraie question, je pense, aujourd'hui, c'est comment se fait-il que des gamins et des gamines qui sont nés dans nos pays en arrivent à ne pas se reconnaître comme citoyens à part entière du pays dans lequel ils sont nés, et parfois même leurs parents y sont nés. Et donc ça pose la question de l'intégration, mais au sens, l'intégration dans les deux sens. L'intégration n'est jamais à sens unique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons raté et qui fait qu'aujourd'hui, des enfants qui ont été scolarisés chez nous ne parviennent toujours pas à s'identifier au pays et à se considérer comme citoyens à part entière. Et comment se fait-il en face, en miroir, que certaines personnes considèrent toujours ces enfants nés ici comme des citoyens entièrement à part? Et donc l'enjeu, c'est la question de l'identité et de l'intégration. Il faut, je pense, aujourd'hui pouvoir reconnaître les différences culturelles, accepter le fait que désormais, dans nos sociétés occidentales, le fait musulman fait partie intégrante de nos sociétés. Il faut les reconnaître en tant que citoyens à part entière et ils ont un besoin de reconnaissance, ils ont besoin de référents positifs. Valoriser la différence, je pense que c'est déjà une des réponses. Vous êtes vous-même d'origine marocaine. Absolument. Est-ce que c'est difficile d'être musulman, d'être arabe actuellement dans un pays d'Europe de l'Ouest? Moi, j'ai utilisé l'expression, que, surtout après les attentats, que c'était très difficile d'être musulman en Europe, que beaucoup de musulmans rasaient les murs, parce que voilà, la situation était compliquée. Mais à côté de ça, il ne faut pas dresser un tableau noir. Je suis l'exemple vivant que l'intégration à la Belge est une réussite. Et des personnes comme moi, il y en a des dizaines de milliers, des avocats, des médecins, des comédiens, des artistes, des commerçants. Donc l'intégration réussit. Mais on a une frange de la population minoritaire qui a des grandes difficultés à s'intégrer. Et un des problèmes de la Belgique, un gros problème, c'est la question de la discrimination à l'embauche. On se retrouve aujourd'hui avec des taux de chômage dans certains quartiers très très élevés. Et là, on a échoué. On a échoué. Et la Belgique est régulièrement pointée du doigt par l'OCDE comme le très mauvais élève de l'Europe en matière de lutte contre les discriminations à l'embauche. On a insuffisamment de mixité dans certains quartiers. Il y a des écoles aujourd'hui dans certains quartiers, la commune de Molenbeek est connue aujourd'hui mondialement. Dans certains quartiers de cette commune, on a des écoles où 99% de la population est d'origine étrangère et le seul petit blond que vous avez, c'est un fils d'immigrés bulgares ou polonais arrivé récemment. Voilà aujourd'hui le paysage dans certains quartiers. Et donc on a échoué, on a raté sur la mixité. Je pense que là, on a raté. On a raté aussi la mixité à l'école. Je pense que là aussi, c'est un gros souci. Et donc là, aujourd'hui, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on essaie de trouver des solutions. Rachid Madran, ministre de l'Aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de la communauté française de Belgique. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Pour nous suivre sur Twitter, tapez @Midi Info. Pour nous joindre, écrivez-nous à midiinfo@radio-canada.ca. On parle de radicalisation depuis le début de l'émission, mais le thème de la conférence, c'est pas seulement la radicalisation, c'est la radicalisation et Internet. Quel rôle joue Internet? Quels sont les pouvoirs des gouvernements et quelles sont les responsabilités des grands joueurs de l'Internet? On pense au Google, et au Apple et aux autres. C'est quelques-uns des thèmes que je vais apporter maintenant avec Dan Sheffett. Il est avocat à la Cour d'appel de Paris et il est spécialiste de cette question de l'Internet. Merci d'être avec nous, M. Sheffett. Merci d'être invité. Tout simplement, vous êtes un juriste. Le terme radicalisation, est-ce qu'il a le même sens d'un point de vue légal à Montréal, à New York, à Paris, à Bruxelles? Je vais répondre à cette question dans un petit instant. Je voudrais bien commencer par dire que nous aurons eu le plaisir de produire un rapport, de rédiger un rapport pour cette conférence, pour UNESCO. Vous pouvez trouver le rapport sur le site. C'est un rapport très juridique. Il est en anglais. J'espère qu'il va être traduit. 140 pages, plus des annexes de 50 pages. Dans ce rapport, nous essayons de traiter des questions juridiques qui entourent l'Internet. Et maintenant, pour répondre à votre question, une des questions les plus importantes, justement, c'est la définition de radicalisation. Parce que nous avons des traités surtout le traité des droits de l'homme en Europe, article 7, qui nous oblige de respecter le principe de l'égalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir des définitions. Comme on dit, il n'y a pas de crime sans définition, sans loi.
Et alors, si on veut vraiment établir un arsenal juridique pour combattre le contenu dit de radicalisation, il faut le définir. Malheureusement, il n'y a pas de définition aujourd'hui. Il y a plein de traités, il y a plein de résolutions, Nations Unies, etc., qui définissent plus ou moins le terrorisme ou l'extrémisme violent. On trouve ça aussi dans les législations locales, on trouve aussi des différentes études juridiques et d'autres qui essayent de définir le terrorisme et l'extrémisme violent. Il y a très peu sur la radicalisation. Nous avons essayé dans notre étude d'étudier tous ces différentes sources de droit et proposer une définition. Ouais. On parle aussi d'Internet parce que c'est la méthode par laquelle les gens peuvent se radicaliser. Le problème qu'on a toujours avec Internet, c'est de dire, d'une part, c'est quelque chose qui dépasse chacun des États, c'est lié aux droits de chacun des États, mais ça le dépasse largement. Et d'autre part, il y a une question de liberté d'expression. Comment on est capable de faire l'équilibre entre la liberté d'expression et le droit que peuvent vouloir avoir certains États de dire, ben, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur Internet, en particulier des choses qui touchent la radicalisation, Daesh et des choses comme ça. Exactement. Là, vous venez de poser deux questions très, très importantes. La première, c'est la juridiction, l'extraterritorialité ou la territorialité des droits souverains. Et l'autre question, c'est justement comment réguler l'Internet, le contenu dans le sens large, tout en respectant la liberté, le droit de liberté d'expression. Commençons avec la première question, qui est la juridiction sur Internet. Là, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut légiférer sur Internet, sachant que c'est par définition universel, que c'est mondial. Il y a beaucoup de théoriciens et philosophes qui ont exprimé que, comme théorie juridique, que c'est impossible de légiférer sur Internet. C'était dans les années 90, mais aujourd'hui, le consensus juridique, c'est plutôt qu'on a appliqué une théorie qui s'appelle Bordered Internet, c'est-à-dire que chaque pays retient sa souveraineté de légiférer l'Internet à l'intérieur de ses frontières. La question qui se pose après, c'est l'extraterritorialité de ces décisions. Et là, je reviens à peu près sur votre question. Prenons comme exemple une décision ici, dans ce pays, de supprimer, de bloquer, de filtrer un site. Et ceci va avoir une conséquence ou dans le monde entier ou dans d'autres pays qui acceptent ou qui n'acceptent pas de bloquer dans leur pays. Cette question-là est liée à la question des noms de domaine. Alors, nous avons, chaque pays a des noms de domaine. .fr en France, par exemple, le fameux nom de domaine, c'est le .com, qui est le nom de domaine aux États-Unis. Alors, la question, c'est est-ce qu'un pays, comme par exemple la France ou Québec, le Canada, pourrait interdire l'accès d'un site qui se termine par le nom de domaine .com ou .tk.te. Il y a, le 16 septembre 2014, il y a eu une décision du tribunal de grande instance à Paris qui dit oui. La CNIL, c'est la CNIL en France, a adopté une position qui dit oui aussi. Parlement européen, dans ce qu'on appelle l'article 29 groupe, qui fédère les CNIL des différents pays de l'Union européenne, on dit pas oui et pas non, parce qu'il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non, mais je pense que la majorité aujourd'hui dit oui. La question est soumise au Conseil d'État à Paris. On attend la décision d'ici 6 mois. Google a une amende de 100 000 euros pour ne pas déréférencer un site sur .com, conformément à l'ordonnance de la CNIL. Et Google a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Alors on attend de savoir ce que dit le Conseil d'État. Ici au Canada, il y a un autre dossier qui est le dossier Equestech, qui est un dossier où la Cour suprême de British Columbia a accepté le principe de Global Reach, ou Worldwide Reach. Ce dossier maintenant est pendant devant votre Cour suprême ici à Ottawa. Tout le monde attend avec suspense les décisions des tribunaux. Mais effectivement, il y a des dispositions juridiques qui éventuellement peuvent permettre dans certains États de contrer la propagande des groupes terroristes. Mais il faut savoir que ceux-ci s'adaptent très vite. Ils vont changer le nom de domaine. Oui, en passant du .com, voilà, ça va devenir autre chose. Et certains vont dans ce qu'on appelle le darknet, qui est un espace anonymisé, où l'information peut circuler en instantané. Et donc, il y a une adaptation continue à ces dispositions juridiques, aux pratiques des États.
qui permettent à ces groupes de continuer à communiquer et à propager leur discours assez aisément. Mais, Monsieur Cheffette, justement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez vous-même poursuivi Google dans un dossier de ce type-là. Qu'est-ce que ça donne de prendre toutes les mesures pour se mesurer à un géant comme Google quand on sait que le lendemain, ils vont s'en aller sur le Darknet, justement, sur une partie de l'Internet un peu plus sombre et où il est plus difficile d'entrer, mais où les gens peuvent trouver une façon d'entrer bien facilement, et qu'à la fin, ben, ça ne donnera pas grand-chose. Écoutez, c'est pas parce que les problèmes sont difficiles qu'il ne faut pas essayer de les résoudre, n'est-ce pas? Et à part de ces que je plaidais moi-même, la question de radicalisation, je pense que c'est tellement important qu'on ne peut pas dire, encore une fois, que c'est parce que c'est difficile, on ne va pas le résoudre. Il y a une étude, le problème se résume normalement dans la théorie qu'on a dit whack the mole, c'est-à-dire que chaque fois qu'on arrête quelque chose, ça va faire surface sur un autre nom de domaine, ou peut-être même sur le Darknet. Il y a une étude extrêmement intéressante qui s'appelle ISIS, The State of Terror, par Jessica Stern et Michael Bergen, qui étudie justement cette question sur des comptes Twitter et sur des sites qui ont été supprimés. Et même si on peut changer le nom de domaine, même si on peut ouvrir un autre compte Twitter, etc., il y a un impact assez important parce que les gens ne suivent pas tout de suite. Ouais. Dans la chaîne qui mène un jeune homme ou une jeune femme de partir de son pays, de s'en aller en Irak ou en Turquie pour essayer d'aller rejoindre l'État islamique, quelle est la place réelle d'Internet? Dans l'étude à laquelle je fais référence, nous avons tout un chapitre là-dessus. Alors, encore une fois, c'est une étude juridique. Et je pense que, Campana, vous savez beaucoup plus que moi sur les recherches scientifiques, mais nous avons interviewé pas mal de chercheurs. Et nous avons étudié, je pense que presque tout ce qu'il y avait dans le domaine. Je pense que tout. Et il semble qu'il y a un consensus ou sur une causalité ou au moins sur une corrélation entre le contenu et la radicalisation. Alors, est-ce que c'est parce que ça peut accélérer un processus qui a déjà commencé, comme on dit, offline, ou est-ce que ça peut se faire, comme on dit, en self-radicalization? Je ne sais pas. Mais il semble qu'il y a un consensus sur la corrélation, oui. Mais, oui, allez-y, il y a un lien, effectivement, mais d'un individu à l'autre, ce lien peut être de nature différente et Internet peut intervenir à des moments différents dans la trajectoire de radicalisation. Et il y a une interaction permanente entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans la vie réelle de tous les jours. Mais en même temps, il y a des gens qui contestent ça. La Quilliam Foundation, par exemple, dit bon, l'autoradicalisation sur l'Internet, c'est largement exagéré. C'est pas vrai que 2000 personnes vont aller en même temps regarder sur l'Internet puis subitement dire OK, je m'en vais en Syrie. Quelle est l'importance réelle, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps? Moi Rand Corporation et King's College et Princeton, ils ont fait des études qui sont très importantes là-dessus. Ils ont surtout une équipe de chercheurs allemandes qui a interviewé environ 500 détenus pour radicalisation. Et je me base sur tous ces trois études-là qui disent qu'effectivement, il y a une corrélation. Mais ce n'est pas uniquement... personnellement, je ne peux pas avoir une opinion, mais je pense que ce n'est pas très probable qu'il y ait self-radicalization. Je ne pense pas ça. Mais pour accélérer un processus, oui. Oui, comme accélérant. Oui, Campagna? Oui, accélérant, effectivement, ou processus qui débute par Internet. Mais là encore, il y a tellement de variations dans les trajectoires qu'on n'arrive pas en fait à mesurer pour sûr les effets qu'un discours qui circule sur Internet peut avoir sur un individu. Il faut que ce discours fasse résonance auprès de cet individu. Dan Cheffette, avocat à la Cour d'appel de Paris, merci beaucoup d'être venu nous voir. Aurélie Campagna, vous restez avec moi, vous serez là pour la deuxième partie de l'émission parce que c'est tout pour nous pour cette première partie de Midi Info en direct de Québec et de la conférence sur la radicalisation et l'Internet. Revenez-nous après le grand bulletin d'information de midi qui suit. On va vous ramener à Montréal pour le grand bulletin. On va parler des personnes radicalisées et des gens qui ont vécu vraiment des tragédies de ce côté-là, y compris voir partir, par exemple, son enfant qui se fait tuer après ça en Syrie. Donc, à tout de suite pour nous, depuis Québec, depuis la conférence de l'UNESCO sur la radicalisation et Internet. Midi Info avec Michel Cauger.
Bonjour, je vous rappelle que nous sommes en direct du Centre des congrès de Québec à l'occasion de la conférence organisée par le gouvernement du Québec et l'UNESCO sur la radicalisation et Internet. On a parlé à beaucoup d'experts depuis le début de l'émission. On va en avoir d'autres, bien sûr, au cours de cette deuxième partie, mais on va aussi essayer d'aller voir des gens pour qui la radicalisation, c'est quelque chose de bien personnel. Des gens qui, par exemple, ont vu un de leurs enfants partir en Syrie et être tué là-bas. Mais d'abord, je vous rappelle qu'on est toujours avec Aurélie Campagnan, qui est professeur à l'Université Laval et titulaire de la chaire du Canada en recherche sur les conflits et le terrorisme. Les conflits et le terrorisme. Voilà, merci de me corriger. Et avec nous, Marie Lamèche, qui est coordonnatrice de projet et chercheuse à l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne. C'est à l'Université Concordia. Madame Lamèche, bonjour. Bonjour. Essayons de voir d'abord, on peut écouter un extrait d'un reportage de France 24. Pour nous mettre dans le contexte, là, c'est une jeune Française d'une vingtaine d'années qui est partie rejoindre son mari en Syrie. Quand il est mort au combat, il a tenté de fuir pour revenir vers la France. Ça n'a pas fonctionné. On peut écouter. J'ai rejoint mon mari en Syrie, à Raqqa. Ça fera maintenant 1 an et 4 mois. Mon mari était déjà ici 3 ans et demi avant moi. Et quand on s'est mariés, je suis vite tombée enceinte. Et mon mari était combattant, il partait souvent au combat. Et moi, je restais toute seule à la maison. Déjà, quand je me suis mariée à Raqqa, j'ai vite voulu partir. Par rapport à la peur des avions, j'ai remarqué aussi qu'ils tuaient n'importe qui. Ils tuaient tous les gens qui étaient contre leurs idées, contre leurs paroles. Quand on était contre quelque chose de ce qu'ils approuvaient eux, eh ben, ils tuaient la personne. Que ce soit un Syrien ou un Français, ils tuaient. J'ai pris ma petite et je me suis rendue dans la ville de Elbeuf. Dès que je me suis rendue dans la ville de Elbeuf, j'ai contacté ma mère qui est en France. Et je lui ai dit qu'il faut qu'elle me trouve une solution afin que je parte en Turquie. Et qu'elle voie s'il y a des passeurs qui peuvent me ramener en Turquie, moi et ma fille. Il a demandé à ma mère beaucoup d'argent. $10,000 pour me faire sortir de Syrie. Alors, ce qu'on entendait, c'était un extrait d'un reportage de France 24. C'était une jeune Française d'une vingtaine d'années qui était partie rejoindre son mari en Syrie. Il est mort au combat et elle a tenté de revenir en France, mais ça a été très difficile, sans résultat, semble-t-il. Donc, Marie Lamèche, je reviens à vous. Est-ce qu'on sait combien il y a de jeunes femmes qui sont un peu dans cette même situation-là que ce qu'on vient d'entendre? C'est assez difficile à dire. Comme pour les autres cas de radicalisation, c'est la France et la Belgique où il y a vraiment pas mal de femmes qui sont parties. Le Québec, c'est un peu dur à dire de toute façon, parce qu'on les nombres pour tous ceux qui ont essayé de partir en Syrie ou qui y sont actuellement, déjà ça, on n'est pas très sûr. Le nombre de femmes ne semble pas être très élevé. Je sais que le récent rapport du statut de la femme disait à peu près 3 à 8, mais je pense qu'il y en a plus que ça. Et puis ça ne prend pas en compte toutes celles qui ont essayé de partir, mais je pensais à l'audio que vous avez passé là, et je pense que c'est un bon cas, un bon exemple de la désillusion à laquelle elles font face une fois qu'elles sont sur place. Elles tentent de partir et c'est pour une femme en particulier, c'est particulièrement difficile. Ouais. Qu'est-ce qui pousse des femmes, parce que bon, jusqu'ici on le sait, c'est surtout des jeunes hommes, mais il y a quand même des femmes qui se radicalisent aussi et veulent aller en Syrie se combattre. Qu'est-ce qui les pousse? En fait, moi ce que j'ai étudié souvent, par exemple, depuis que j'ai commencé mes études, c'est ce qui se passait sous l'Allemagne nazie, le rôle des femmes dans les différentes guerres. Donc, que ce soit au Rwanda, sous l'Allemagne nazie, c'est donc vraiment de montrer que les femmes, oui, peuvent être violentes, peuvent prendre les armes, et c'est exactement le cas ici. Il faut qu'on arrête de voir les femmes seulement comme des victimes, et oui, elles peuvent être agressives, oui, elles peuvent passer à l'action, elles-mêmes, elles peuvent pousser leur mari, leurs copains à être radicalisés, elles peuvent vraiment, sans problème, prendre les décisions elles-mêmes. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça, justement, il faut arrêter de voir des jeunes femmes comme des victimes, des gens qui vont là à cause de leur mari, mais aussi parce qu'il y a des femmes qui font ça de façon autonome et qui veulent être des actrices de ce drame-là à part entière. Là. Elles jouent un rôle, par exemple, assez important dans tout ce qui est propagande, en fait. C'est de relayer les messages, une fois sur place, de relayer les messages de propagande. Oui, effectivement, dans un rôle de propagande, oui, mais aussi dans un rôle de soutien logistique. On voit beaucoup les femmes dans ce rôle
rôles-là. Et certains ont des rôles de combattants. Alors peut-être pas au sein de Daesh ou l'État islamique, mais d'autres mouvements djihadistes, on a vu des femmes s'impliquer directement. Et moi, je pense à ce que je connais le mieux, à savoir la Tchétchénie. Des femmes ont été snipers, des femmes ont été kamikazes, et elles n'ont pas forcément toujours été contraintes ou poussées à faire ce qu'elles ont fait. Et quand on parle de soutien logistique, on parle de quoi? Ça peut être très large, ça. Pour moi, c'est surtout au niveau de la propagande, par exemple, et même sur place. Oui, bien sûr, elle doit venir faire des enfants afin de construire l'État islamique, mais pour elle, elle voit ça comme un rôle très important. Et c'est vrai qu'au moment où Daesh voulait construire l'État islamique, ce rôle-là de mère était extrêmement important afin de construire un État et de pouvoir avoir des enfants pour faire des soldats. Et dans d'autres contextes, elles vont contribuer à faire circuler des armes, circuler des messages. Elles vont simplement soutenir le combattant en le nourrissant, en lavant son linge, et c'est important aussi. C'est ça. Mais quand on fait de la sensibilisation et de la prévention, comme on veut le faire beaucoup, est-ce qu'on procède différemment pour une femme? Est-ce que c'est la même chose pour les hommes et les femmes, ou s'il y a vraiment une différence? Pour moi, il devrait avoir une différence dans le sens où, étant donné que tout ne passe pas nécessairement sur Internet, il y a aussi cette relation. Je pense que des femmes doivent parler aussi à des femmes. Parce que tout le long de la radicalisation, donc tout ne passe pas par Internet, il y a aussi des femmes qui parlent à des femmes afin de les radicaliser, en fait. Donc il faut qu'aussi, au niveau de la prévention, il y ait un message spécifiquement aussi pour les jeunes filles. Et quel est l'outil spécifique qu'on peut utiliser quand on parle de femmes pour lesquelles on veut prévenir la radicalisation? Ça, je pense, c'est aussi les éduquer aux médias, les éduquer ce qui se passe sur place, dans la manière dont les femmes seront traitées sur place. C'est pas tout, faut pas croire tout ce que dit Daesh dans leur propagande, parce qu'ils dépeignent une image bien rose de ce qu'est la femme, etc., et de son rôle, mais sur place, c'est très, très différent. Oui. Il y a aussi toute la question des enfants, bien sûr. On l'a entendu dans l'extrait sonore, cette femme-là avait une fille, a eu une fille une fois arrivée en Syrie. Là, elle veut retourner en France avec un enfant qui n'a pas été enregistré par aucune autorité reconnue. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants-là? Ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout, là. Non, c'est ça, c'est vraiment compliqué. Je sais que plusieurs gouvernements se posent vraiment la question de toute façon. Et moi, je travaille en plus avec Monsieur Roméo Dallaire à l'Institut, qui lui s'occupe de tout ce qui est enfants soldats. Et par exemple, les familles qui ont emmené leurs enfants là-bas, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants une fois qu'on essaye de revenir? Ces jeunes enfants qui ont, eux, vraiment subi un lavage de cerveau, on leur a mis des armes entre les mains. On a vu beaucoup de petits Français, petits Belges avec des photos. Et l'État islamique utilise ces images pour choquer notre esprit à l'image des enfants soldats avec des Ce sont d'ailleurs des images qui circulent beaucoup dans les publications en russe de l'État islamique, de mettre en scène des enfants qui sont habillés comme des combattants, qui ont des armes fictives dans les mains, pour montrer que finalement il y a une génération de combattants qui commence déjà à être formée. Et quand on parle d'enfants, on parle d'enfants de 4-5 ans. C'est ça, on leur fait simuler des tueries, etc. Et on se demande toujours, est-ce que vraiment ils ont tué ces on les appelle les lionceaux, là. On veut vraiment leur donner un rôle, au moins dans la propagande, pour montrer que l'État islamique est beaucoup plus fort et rejoint beaucoup plus large qu'on peut le penser, c'est ça? C'est ça. Oui, effectivement. C'est une mise en scène pour montrer que l'État islamique, finalement, a une pérennité et que même si les leaders d'aujourd'hui disparaissent, ils vont pouvoir continuer à œuvrer sur le théâtre syrien et irakien. Il y a quelqu'un qui s'ajoute à notre table, c'est Herman de Paris au combat. On en a parlé beaucoup, des gens de l'étranger ont parlé du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal. Vous en êtes le directeur. Monsieur de Paris au combat, on parle là d'une partie très spécifique de la radicalisation, c'est-à-dire des femmes qui se radicalisent et qui essaient d'aller rejoindre l'État islamique en Syrie ou en Turquie ou ailleurs. Est-ce que ce phénomène-là existe vraiment au Québec? Est-ce que vous en avez vu, vous, des femmes qui ont fait appel à votre centre? Absolument. On a des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont évidemment tenté ou qui sont d'ailleurs en Syrie. On en parle, les familles nous en parlent, on est en lien avec certains également qui sont en Syrie. Donc c'est un phénomène qui touche également le Québec, le Canada. En même temps, il faut non plus être alarmiste. Donc, c'est pas le même phénomène qu'on voit ailleurs en Europe ou aux États-Unis.
mais nous sommes effectivement touchés, concernés par ce phénomène. Oui. Sans aller dans les détails et dans les cas individuels, qu'est-ce que le Centre peut offrir à des jeunes actuellement pour prévenir et lutter contre la radicalisation? En fait, l'antidote contre la radicalisation, l'extrémisme violent, c'est l'éducation. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut absolument mettre en place des stratégies visant à renforcer la résilience de nos jeunes face au discours de rupture, au discours de polarisation. C'est finalement ça. Et c'est ce que nous faisons au centre. Je dirais 60% de nos activités sont des activités de pédagogie, d'éducation. Nous sommes dans les écoles. Nous développons des outils de discours, de sensibilisation et j'en passe. Donc, ça passe par cette résilience, ça passe par cette... il faut offrir, en gros, il faut développer des stratégies pour offrir des espaces d'échange, de discussion à ces jeunes. Est-ce que évidemment, il y a la distance. On n'est pas à la frontière de la Turquie ici, on en est loin. Mais est-ce que les possibilités pour un jeune au Québec de se radicaliser, de vouloir aller rejoindre l'État islamique ou quiconque peut combattre dans ce coin-là, existent de la même façon, si on fait exception de la distance, bien évidemment? Absolument, absolument. Il y a eu des jeunes qui ont voulu aller, il y a eu des jeunes qui y vont probablement. Donc, c'est toujours possible. Mais aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas tant de stopper, d'interdire ces jeunes d'aller en Syrie. L'enjeu, c'est de comprendre pourquoi ils veulent aller en Syrie. Et c'est ça tout le débat aujourd'hui. C'est là où intervient le centre. Il faut comprendre pourquoi ils veulent aller en Syrie. Par conséquent, développer des stratégies de résilience. Donc, avec Internet, avec les facilités qu'on a, la liberté de mouvement, mais les gens peuvent aller. Et il suffit que quelqu'un prenne un billet, il veut aller, je ne sais pas où, en Turquie, en Mali ou autre, et il se retrouve en Syrie. C'est toujours possible. C'est un phénomène transnational. Les discours circulent aujourd'hui via Internet et pas seulement via Internet. Ils sont quelquefois relayés par des réseaux de recrutement, alors qu'ils sont peut-être pas aussi actifs au Québec, au Canada, qu'ils peuvent l'être en Belgique ou en France, mais qui existent. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier, effectivement. Dernière question pour vous, M. Desmarais-Sokomba. Quand on regarde le plan d'action du gouvernement du Québec qui a été publié en 2015, beaucoup de mesures qui ont été mises de l'avant pour contrer la radicalisation, quand on regarde, ça implique le ministère de la Sécurité publique. Est-ce que la radicalisation, c'est d'abord l'échec à la radicalisation, c'est d'abord une question de police? Absolument pas. Je pense qu'il faut bien le lire. Je pense que c'est... Pardon. Non, il faut bien le lire. Le plan est clair là-dessus, si vous le lisez de manière attentive. Le plan, nous avons contribué d'ailleurs à cette réflexion. Le plan fait un constat que l'approche sécuritaire présente ses limites. Et on a donné le fardeau de la preuve au ministère de la Sécurité publique d'investir davantage des efforts en matière de prévention en amont. Et cette prévention passe également par la formation de nos policiers. Vous savez, nos policiers sont formés pour, je dirais, reconnaître l'acte terroriste, c'est ce qu'on appelle la prévention à l'acte terroriste. Donc, c'est simple, la police, les services de renseignement font partie du débat, ont un rôle à jouer, et d'où l'importance, évidemment, je pense, le leadership du ministère de la Sécurité publique, c'était dans cette perspective d'échanger à la fois les mentalités, mais aussi les approches sécuritaires. Finalement, c'est ce que les Nations Unies appellent l'approche 80-20, c'est-à-dire 80% des ressources en prévention, y compris dans la police. Vous savez, la police, on fait la police communautaire également. Bien sûr. Donc 80% dans la prévention et 20% dans l'approche sécuritaire. En fait, le plan, finalement, c'est l'équilibre juste entre l'approche sécuritaire et l'approche préventive. Herman Desmarais-Sokomba, qui est directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal. Merci beaucoup d'être venu à cette table. Merci. Merci. Au revoir. Et j'accueille maintenant quelqu'un qui a vécu la radicalisation, mais de façon très personnelle. Nous sommes donc, je suis avec Salia Ben Ali. Elle est directrice de SAVE Belgium. SAVE, ça veut dire Society Against Violent Extremism, la société contre l'extrémisme violent. Avant de parler, bonjour d'abord. Bonjour. Avant de parler de cette lutte contre la radicalisation, je sais que c'est une question qui est difficile pour vous, mais vous aviez un fils de 19 ans qui s'est radicalisé, qui est allé en Syrie, qui est mort là-bas. Parlez-nous de ce qui vous est arrivé. Eh bien, mon fils Sabri était le deuxième sur mes 4 enfants, qui a quitté un beau matin du mois d'août 2013 pour aller en Syrie sans nous prévenir. Et c'est 4 jours après qu'on a su qu'il était là-bas et qu'il avait, comme il le disait, rejoint ses amis pour faire partie de cette guerre, pour mettre fin à la dictature de Bachar el-Assad. Oui. Alors, il y a eu toute une série de changements dans son comportement 2 mois et demi avant son départ qui m'ont inquiétée.
au-delà de son intérêt soudain pour la religion musulmane, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était sa rupture au niveau scolaire, au niveau de la société. C'était ses critiques par rapport à notre manière de vivre, qui n'était pas du tout son style avant. Et c'était aussi les discours qu'il tenait de manière assez critique par rapport à la société occidentale. C'est ce qui m'inquiétait le plus. Mais en 2013, on est en Belgique, on ne parle pas de radicalisation, on ne parle pas des départs en Syrie. Et donc là, on est, en tant que mère, inquiète. On essaye d'en parler un maximum avec son enfant à la maison. Et il vous rassure à chaque fois en disant « Mais maman, ne t'inquiète pas, je fais rien de mal. » Tout à l'heure, Rachid Madran, qui est le ministre de l'Aide à la jeunesse de la communauté francophone en Belgique, disait le problème, c'est qu'on a des gens qui sont souvent nés en Belgique maintenant, qui ont une double pas citoyenneté, mais une double identité de Belges et d'autre part de musulmans. Et à un moment donné, il y a une coupure qui se fait. Et est-ce que c'est vraiment ça qui est arrivé pour votre fils, à votre avis? Oui. Disons que mon fils, Madame parlait tout à l'heure donc des réseaux d'auto-recrutement sur Internet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des réseaux de recruteurs physiques. Et pour la Belgique, c'était le groupe Sharia for Belgium, donc c'était des prédicateurs extrémistes qui étaient là en train de mettre en avant les fragilités identitaires de nos enfants et d'appuyer vraiment sur la discrimination et surtout ces ressentis qui affaiblissent un jeune dans sa construction, dans sa maturité, et de dire vous ne serez jamais considérés comme des citoyens belges, vous ne serez jamais considérés comme des citoyens marocains pour la plupart, vous êtes musulmans. Et là on rentre dans une espèce de suprématie et on dit à ces jeunes vous êtes dans une islamité et c'est à vous aujourd'hui de rejeter ceux qui vous ont rejeté jusqu'à présent. Et donc on parlait hier un peu de la suprématie qui défendait la race blanche. Eh bien aujourd'hui on est dans cette espèce de suprématie au niveau de l'islam et donc on est dans une hiérarchise, on hiérarchise voilà, des identités. Et donc on dit à nos enfants vous n'avez plus aucune identité que celle d'être musulman et c'est à vous à défendre l'islam humilié aujourd'hui dans le monde. Et ça, la propagande djihadiste, quelle que soit la source d'où elle émane, Sharia for Belgium ou l'État islamique ou autre, c'est tout à fait insister sur ces aspects-là, tout en propageant une image positive du groupe. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, votre fils, il voulait aller combattre la dictature de Bachar el-Assad aussi. Donc il y avait derrière ces motivations une quête d'identité, oui, mais aussi la volonté de faire quelque chose de bien dans la perspective dans laquelle il était placé. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup, beaucoup apparaître. Et les femmes sont très, très sensibles à ce discours-là. Surtout au discours, aller aider pour voir ce qui se passe en Syrie, vraiment aller en Syrie, avoir aidé. Donc, elles sont vraiment touchées par ces images des enfants. Donc, l'image des enfants, par exemple, tués par Bachar al-Assad, ont été beaucoup propagées sur les réseaux sociaux et dans la propagande afin, justement, de les attirer, quoi. Et malheureusement, c'est pour ça que cette propagande, elle est très, très efficace quelque part, parce que d'un côté, elle offre cette quête d'identité, et d'un autre côté, elle montre que ce que les jeunes sont en train de faire, ce vers quoi ils sont en train de s'engager, est quelque chose de bien pour eux et de bien pour les autres. Alors, on a une table à géométrie variable. Alors, je vous rappelle avec qui on est. On est avec Aurélie Campagnan, qui est notre guide ici, qui est de professeur à l'Université Laval, aussi avec Marie Lamenche, excusez-moi, qui est de l'Université Concordia, et Shalia Ben Ali, qui est directrice de Save Belgium. Parlez-moi justement, Mme Ben Ali, de Save Belgium. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour travailler sur la radicalisation, pour l'éradiquer? Je travaille surtout sur la prévention primaire, donc je suis sur le terrain, dans les écoles, dans les associations. On fait des ateliers, on va dire, pédagogiques sur la résilience, la résistance morale et le développement de l'esprit critique par rapport à toutes sortes de thématiques, et notamment l'identité ou les identités. Et on fait aussi un accompagnement des familles concernés par le départ ou la radicalisation violente d'un des leurs. Et on essaye d'outiller au maximum, surtout les mamans, parce qu'on en a beaucoup parlé, du rôle des mamans, qui sont souvent dans cette espèce de culpabilisation, oui, et de se dire comment je vais faire. Et d'un autre côté, elles restent dans un espèce de tabou ou de déni.
et elles n'osent pas en parler à l'extérieur. Donc nous, on est une espèce de caravane ambulante. On va dans des quartiers où on sait que la problématique est présente et on propose des services pour permettre à ces mamans d'abord de réaliser vraiment ce qui se passe chez elles, de sortir de cette culpabilité, de s'ouvrir et d'accompagner au mieux leurs enfants dans leur quête. Quel genre de résultats vous avez jusqu'à maintenant? Eh bien, au niveau des écoles, c'est des résultats, on va dire, 100% positifs. Les feedbacks nous viennent de la part des enseignants qui nous disent on a pu, de manière, grâce à votre intervention, parce que je suis quand même une intervenante extérieure de l'école, on a pu parler de différentes problématiques qui restaient jusqu'à présent tabous au sein même de l'école, par exemple des caricatures du prophète, du rôle des médias, de l'interdiction du port du voile, etc. Donc il y a eu une ouverture et une libération de la parole parce qu'on a pu donner à un moment donné aux jeunes la possibilité de s'exprimer sur des questions. Quel genre de questions vous pose justement? Eh bien, la question qu'on me pose généralement, c'est oui, mais madame, on vit dans un monde très difficile, on vit dans un monde où, effectivement, on stigmatise de plus en plus les musulmans, mais si on regarde le contexte géopolitique qui nous entoure, c'est pas que de la faute des musulmans. Et ça, on doit être capable de l'entendre, qu'il y a des origines des origines étatiques qui ont mené à une situation chaotique aujourd'hui. Et c'est bien de travailler sur la déradicalisation, la prévention de la radicalisation, mais il faut aussi régler les problèmes qui ont mené à cette situation chaotique au niveau du monde. On parle de quoi, par exemple, là? On parle généralement de ce qui s'est passé en Irak avec le président Bush père. Et après, donc, avec ce qui s'est passé en Irak par la suite, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, la question qui revient souvent, c'est la Palestine. Bien sûr. Et donc on importe des situations dramatiques géopolitiques au sein même d'une société où le jeune finalement n'a plus a un idéal, mais se sent désinvesti au niveau de la capacité d'y répondre. Et alors moi j'essaye parfois de comprendre pourquoi mon fils est allé là-bas, je me dis tout simplement que sa quête d'idéal et sa quête d'utilité, il n'a pas pu la faire qu'autrement en allant là-bas. Madame Lamenne, tu voulais quelque chose à dire là-dessus? C'est ça, je suis vraiment d'accord avec vous. Je voulais vraiment mettre l'accent sur l'éducation et le travail dans les écoles. Nous, à Concordia, on a reçu des fonds de Facebook pour établir un groupe de jeunes, on les a appelés ça Contra, qui s'impliquent, qui ont étudié un peu la propagande de l'État islamique et qui vont eux-mêmes vérifier les faits et faire des infographies, des vidéos afin de travailler dans les écoles. Et on va aller dans différentes écoles à Montréal pour présenter le projet pour que les jeunes s'impliquent eux-mêmes et établissent une pensée critique afin de répondre à ces sujets-là. C'est facile de décoder la propagande de Daesh ou de l'État Non, islamique? ça fait 2 ans qu'on étudie ça. Ouais. Donc, avec mon collègue ici, Marc-André Argentino, on étudie ça depuis un moment. Et non, il faut comprendre, mais disons qu'avec beaucoup de recherche, on arrive à établir les faits et à corriger les faits. C'est ce qu'on veut faire. Et on veut pousser les jeunes dans toutes les écoles. On peut commencer très jeune à penser de leur-même et de réfléchir à ce qu'ils voient sur Internet. Madame Mélanie, je reviens à vous. Est-ce que vous avez le soutien de la communauté musulmane de Belgique dans vos actions? Est-ce qu'il y a un soutien réel qui vient de là? Pas du tout. Aucun? Aucune aide, aucune empathie. Et ça, c'est depuis 3 ans et demi, depuis que mon fils est parti. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de stigmatisation de la part de la communauté musulmane qui disait, en fait, vous n'avez pas su éduquer votre enfant dans l'islam et c'est pour ça qu'il est parti. Et aujourd'hui, quand j'assiste parfois à des galas de charité pour la cause syrienne, palestinienne, etc., je vois que les gens donnent énormément. Et moi, quand je viens avec mon exposé au niveau de mon travail de terrain qui les concerne en quelque sorte, il n'y a aucune réaction. Aucune. Mais
Comment vous faites à ce moment-là, s'il n'y a pas d'aide de la communauté, comment vous faites pour rejoindre les jeunes? D'abord, c'est juste au niveau de l'accès, comment vous fonctionnez? Ben, moi, les écoles me sont ouvertes, heureusement. Ouais. Et donc, je n'ai pas besoin de la communauté musulmane pour accéder aux élèves. Et le travail de prévention que je le fais avec tous les élèves, pas nécessairement avec les des jeunes seulement, ouais. Oui, parce qu'il y a aussi les replis identitaires qui peuvent mener à une radicalisation extrémiste, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, peu importe, peut toucher toutes les jeunes, catégories de jeunes, et pas uniquement des jeunes arabo-musulmans. Mais vous te sentez encore, donc, ça, je comprends que c'est quasiment de l'hostilité de la part de la communauté musulmane de Belgique, là. Ben, oui, je pense que c'est des gens qui n'arrivent pas à prendre position clairement. D'accord. Mais je voudrais revenir sur l'importance effectivement de s'adresser à la jeunesse et à toutes les catégories d'âge. Marie vient de parler de l'initiative Facebook. L'Université Laval va certainement embarquer là-dedans aussi. Donc ça mobilise des gens qui sont des jeunes adultes, mais il faut s'adresser aussi aux enfants plus jeunes. Et je pense que l'initiative que vous menez dans les écoles est tout à fait très très importante. Mais il faut aussi outiller les enseignants parce qu'il y a de nombreux enseignants qui ont à répondre à des questions le lendemain d'attentats terroristes, des questions qui sont quelquefois très très directes de la part de jeunes qui ne comprennent pas ou qui ont entendu un certain nombre de choses dans les médias, qui ne sont pas capables d'interpréter. Et quand on met l'éducation au centre des stratégies de prévention, je pense qu'il faut s'adresser aux jeunes, mais également aux enseignants. Moi, j'ai juste dit aussi vite fait, moi je viens de Belgique, j'ai grandi en Belgique, ma mère a enseigné dans les écoles il y a 30 ans en Belgique, dans le quartier de Scarbeck, qui est maintenant aussi assez connu, et elle m'a dit, elle a vu cette montée dans les écoles dans lesquelles ils enseignaient, on lui a un jour dit, dans 30 ans, vous enseignerez plus ici, ce sera plus vous enseignerez ailleurs. Donc je pense que c'est très important ce que vous faites dans les écoles en Belgique, vraiment. Est-ce que vous sentez, Mme Ben Ali, on dit qu'il y a quand même moins de gens qui partent pour la Syrie, pour toutes sortes de raisons, mais est-ce que vous sentez que quand même le mouvement vers les départs est quand même plus calme, disons qu'il y en a beaucoup moins ces temps-ci? Écoutez-moi, les départs ne sont pas pour moi une finalité en soi. La radicalisation, elle est présente. Les départs sont juste une réponse à un symptôme. Et il y a déjà 3 ans, quand j'allais voir les politiciens, je leur disais, aujourd'hui on est face à des départs, demain on ne sera plus face à des départs, mais face à une autre menace. Et c'est ça le plus inquiétant. C'est qu'ils n'ont plus, les jeunes qui sont dans cette radicalisation extrémiste violente, n'ont plus besoin de partir nulle part. Donc les attentats de la dernière année, par exemple, sont tout simplement une suite logique de ça? Bien sûr, bien sûr. Oui. Madame Campagnard? Oui, effectivement, c'est un risque qu'aujourd'hui les jeunes, qui sont la surveillance est de plus en plus importante aussi, donc il devient plus difficile de partir. Mais il y a donc un risque que cette menace se reporte finalement sur le territoire directement de la Belgique, de la France ou d'autres pays occidentaux. C'est pour ça qu'on a vu aussi pas mal de femmes commencer à commettre des attentats ici, parce qu'en fait maintenant elles se disent, oh maintenant je peux prendre les armes moi aussi, parce que là-bas c'était pas le cas. Mais maintenant que l'État islamique perd du terrain à Mossoul, etc., le risque ici grandit. Madame Benali, est-ce que vous sentez une radicalisation plus grande des jeunes à qui vous parlez, ou si c'est un phénomène qui est en voie pas de disparaître, mais d'être moins important? Il y a un souci avec les jeunes aujourd'hui en Belgique, d'origine arabo-musulmane. Et c'est un souci, je dirais pas d'ordre religieux, mais d'ordre d'appartenance. J'appartiens à cette communauté. Et comment ça se fait qu'il y a ce souci-là? C'est parce qu'aujourd'hui, on oblige nos enfants à choisir dans quel camp ils sont. Et au niveau identitaire, ce repli-là s'est fait sur la communauté musulmane. Mais ce qu'il y a, c'est que comme la communauté musulmane de nos parents, donc de la première génération, a juste laissé tomber, a juste démissionné, ça fait que nos enfants sont entre les mains des nouveaux prédicateurs qui sont souvent des convertis, qui prêchent la bonne parole et qui font une récupération au niveau des fragilités de nos enfants pour leur apprendre un islam qui n'existe pas. C'est un islam qui est prêcheur de haine, qui est prêcheur d'isolement, de rejet. Et ça, c'est dangereux. Et ça, je le remarque de plus en plus tôt. Il y a des écoles primaires qui me contactent en me disant « Madame, on a ce type de discours aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et donc, c'est parce qu'ils entendent ça à un moment donné quelque part. Et donc, moi, je suis très inquiète par rapport à ça. Et sans vouloir être alarmiste, il y a une banalisation de ces idées radicales, que ce soit dans la mouvance djihadiste, à l'extrême droite, à l'extrême gauche violente, il y a une banalisation et ça mène à une espèce d'ambiance ou d'environnement particulièrement malsain quelque part.
Salia Ben-Ali, directrice de Save Belgium, merci beaucoup d'être venue nous voir. Marie Lamenche, coordonnatrice de projet à l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia. Je l'ai eu bien cette fois-ci. Merci beaucoup à vous aussi. Pour nous joindre, écrivez-nous à midiinfo@radio-canada.ca. Pour nous suivre sur Twitter, tapez @midiinfo. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de prévention de la radicalisation, mais on peut bien voir que la prévention, à elle seule, n'en viendra pas à bout. Il y a donc la répression aussi dont il faut parler. J'ai au bout du fil Jean-Paul Laborde. Il est le directeur exécutif du Comité contre le terrorisme aux Nations unies. Il a participé à cette conférence, mais il est déjà de retour à New York. Monsieur Laborde, bonjour. Bonjour. Pour être clair, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le patron de l'antiterrorisme à l'ONU? Je suis le patron de l'organe d'évaluation indépendant qui s'occupe de l'évaluation des bonnes pratiques et de ce que font les États au niveau du Conseil de sécurité. Voilà. Ouais. Donc, j'ai cette, comment dirais-je, capacité que m'a donné le Conseil de sécurité de faire toutes les analyses et des capacités des États et de lutter contre le terrorisme et pour aussi savoir quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut s'en sortir. J'ai envie de commencer en vous demandant qu'est-ce que l'ONU peut faire dans la lutte contre des groupes comme Daesh ou le groupe armé État islamique, alors que ça semble d'abord relever des États. Qu'est-ce que l'ONU peut faire comme organisation? D'abord, faciliter la coopération internationale, parce que si vous n'avez pas une coopération internationale coordonnée, chaque État va faire son travail dans son coin. Bon, alors effectivement, il y a la lutte armée, ça c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui concerne la coopération contre les trafics qui favorisent le financement du terrorisme, tout ce qui concerne la prévention, comme vous l'avez juste dit en annonce, de la radicalisation. Le secrétaire général a fait un plan d'action sur la radicalisation. Donc si vous voulez, on fait toute cette coopération internationale à la fois sur la menace, sur la protection de la personne et sur les actions à mener. Par exemple, sur la menace, je vous dirais que Daesh a quand même recruté, et c'est en connexion avec votre conférence, 1100 mineurs l'année dernière, des jeunes de moins de 18 ans, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on travaille? Quelles sont les bonnes pratiques? Et je suis venu justement à la conférence du Québec pour voir ce que faisait en particulier le Centre de prévention de la radicalisation par la violence de Montréal, qui est un centre qui est très avancé sur la question, ainsi que pour pouvoir justement propager ce genre de pratiques ailleurs, vous voyez, donc pas simplement au niveau national, et aussi voir comment l'Université de Sherbrooke allait lancer sa chaire de lutte contre la radicalisation, par exemple. Il y a des résolutions que le Conseil de sécurité a approuvées à l'unanimité, c'est en 2014, je crois que c'est la 2178, qui cherchent à agir sur les combattants étrangers, les combattants terroristes étrangers. Qu'est-ce que ces résolutions-là peuvent faire pour aider à combattre la radicalisation? Bon, d'abord, elles ont défini ce qu'était le combattant terroriste étranger. Parce que pour pouvoir travailler, il faut d'abord s'accorder sur des définitions. Donc ça, c'est fait, si vous voulez. On a la définition du combattant terroriste étranger. Deuxièmement, elles nous ont permis à nous, par exemple, à ma direction exécutive contre le terrorisme, de détecter que au niveau des frontières, ce qu'on appelle en anglais Advanced Passenger Information, c'est-à-dire tout simplement la lecture des passeports, n'était pas faite correctement, qu'il y avait toute une série de mesures qu'il fallait prendre aux frontières, que nous avions par exemple à l'époque que 25 États qui étaient vraiment bien connectés concernant la lecture de ces passeports, etc. Voilà. Donc ça, on a fait ça. Deuxièmement, si vous voulez, on a accéléré la communication et la coopération entre les différentes agences qui s'occupent de la police, de toutes les agences de sécurité, et évidemment en étroite collaboration avec Interpol. Donc voilà ce qu'on a fait. Effectivement aussi, il y a un troisième point, on oublie souvent le rôle de la justice et des procureurs dans ces domaines-là, et je crois qu'il faut insister sur le fait que pour les victimes en particulier, il faut que
quand c'est possible, les terroristes soient amenés devant la justice. On ne doit pas accepter l'impunité. Or, la résolution prévoit des moyens de coopération internationale. Alors, je vais être un tout petit peu technique, mais je pense que c'est important pour vous. Par exemple, les lois dans les différents pays sont diverses. Okay, donc notre travail, c'est de faire que les lois s'harmonisent pour qu'on puisse avoir une coopération internationale. Parce que la justice ne peut pas travailler sans avoir si j'ose dire, des lois qui se comprennent entre les pays, qui soient compatibles. Voilà, donc ça, notre rôle, c'est de mettre... Mais est-ce qu'il y a actuellement des États qui refusent d'appliquer des résolutions de l'ONU sur ces questions-là? Ah non, j'en connais pas. Non, absolument pas. En d'autant que c'est encore un autre élément qui doit être souligné, c'est que la résolution en question, c'est une résolution du chapitre 7, prise sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que c'est une résolution contraignante. Donc tous les États membres du Conseil de sécurité, à l'époque, ont décidé que cette résolution était absolument contraignante. Elles sont toutes contraignantes, si vous voulez, les résolutions, mais elles ont la force exécutoire grâce, celle du chapitre 7, grâce par exemple à des sanctions qui doivent être prises, ou même à la fin, mais bon, ça n'est pas encore envisagé bien entendu, mais aussi par des actions militaires. Ouais. Donc c'est quand même des actions, c'est quand même important. Des résolutions très fortes. Oui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur les sources de financement du terrorisme? C'est quand même, l'argent est toujours le nerf de la guerre, là. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus du côté de l'ONU? Oui, alors du côté de l'ONU, d'abord, on a détecté, on a fait 3 rapports au Conseil de sécurité, ma direction exécutive, pour montrer d'une part que Daesh, si vous voulez, a des méthodes, applique des méthodes extrêmement fluides, rapides et diverses. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, ils s'approvisionnaient avec des revenus du pétrole. À fur et à mesure que leur territoire se réduise, il y a moins de revenus là-dessus. Hop, ils sont passés sur, par exemple, le trafic des antiquités. Puis maintenant, parce que le trafic des antiquités est de plus en plus surveillé, ils ont utilisé, et ça c'est des sources nationales qui sont extrêmement intéressantes, ils utilisent par exemple le trafic de drogue. Il faut savoir que 7% des ressources de Daesh proviennent du trafic de drogue. Ça c'est quand même quelque chose d'important. Puis derrière vous avez le trafic de femmes, le trafic et le trafic d'armes. Donc si vous voulez, ils ont cette capacité de bouger. Donc nous ce qu'on doit faire en contrepartie, c'est effectivement non seulement d'alerter les États, mais de mettre en place cette coopération internationale entre les États pour qu'on puisse effectivement les attraper aux frontières, alerter les pays qui sont les plus touchés par ce genre de trafic, etc. Voilà ce que l'on fait. Mais êtes-vous en train de me dire que Daesh n'est financé d'aucune façon par des États? Pour l'instant, je n'ai pas forcément la preuve, oui. Moi, je suis en train de vous dire que de plus en plus, et on le voit, il y a des rapports qui sont de plus en plus fréquents, si vous voulez, c'est une organisation qui se finance. D'abord, elle se finance, elle s'autofinance. Elle s'est autofinancée jusqu'à maintenant. C'est la grosse différence avec beaucoup d'organisations différentes, si vous voulez, mais cette Daesh s'est autofinancée, par exemple, par les taxes qu'ils perçoivent et qu'ils ont perçues sur les gens qui sont dans leur territoire. Et ils ont aggravé d'une manière considérable la situation des personnes qui étaient sur leur territoire. Ils ont perçu des taxes comme, si vous voulez, parce qu'ils étaient les maîtres du territoire. Et ils bougent leurs ressources. Et si vous avez un très bon rapport du GAFI, ce qu'on appelle en anglais FITF là-dessus, et qui donne toutes les sources de financement. Et la plupart des sources de financement, effectivement, proviennent de trafic ou de collusion entre le crime organisé, comme c'est le cas pour le trafic de drogue, entre le crime organisé et Daesh. Parce que vous avez des profils, et c'est le dernier point que je voulais vous souligner avec vous, vous avez des profils, par exemple, les profils des gens qui sont chez Daesh, parmi les points durs, si vous voulez, de l'organisation, des actions terroristes, des actions quasi militaires, etc., ce sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, soit ils étaient dans l'armée précédente irakienne, soit ils proviennent du crime organisé. Et c'est ça qui était très intéressant. Et parce que vous avez des profils de petits criminels qui, par exemple, en particulier pour les actions terroristes, j'en reviens là, qui combinent très bien, si vous voulez, la petite violence, la petite délinquance et la légitimation de la violence par, justement, dans le cadre du terrorisme, par, si vous voulez, l'appréhension de la soi-disant religion pour justifier leur violence. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, pour nous,
une organisation qui a ses sources de financement et ses modes de fonctionnement maintenant de plus en plus comme une organisation criminelle. Jean-Paul Laborde, directeur exécutif du Comité contre le terrorisme aux Nations Unies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour écouter l'émission en balado-diffusion, consultez notre site à radiocanada.ca/Midi Info. Pour réentendre l'émission, consultez l'audiofile sur iciradiocanada.ca/Midi Info. Je vous rappelle qu'on est en direct de Québec et de cette conférence de l'UNESCO et du gouvernement du Québec sur la radicalisation et Internet. On est toujours avec Aurélie Campagnan, professeure à l'Université Laval, qui a été notre guide un peu pendant toute cette émission. Et on va terminer l'émission avec Wassim Nasser. C'est un journaliste à France 24, mais c'est un des grands spécialistes des mouvements et des mouvances djihadistes. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Une question qui est revenue souvent dans nos discussions. Il n'y a pas que le radicalisme islamique. Il y en a d'autres. On a vu les suprémacistes blancs aux États-Unis. Mais on dirait qu'on ne parle que de l'islamisme radical ces temps-ci. Comment expliquer cette force d'attraction? Ben écoutez, parce que c'est l'affaire du siècle, moi je dirais. Parce que le siècle dernier, on parlait plutôt de radicalisme d'extrême gauche. Et le siècle dernier était mu par des idéologies, donc plutôt de gauche, anticolonial, panarabisme, panafricanisme, révolutionnaire. Il y a eu des Européens qui ont rejoint des mouvements d'extrême gauche, qui ont fait des attentats chez eux, en Italie, en Allemagne et en France. Donc c'était ça. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a un certain vide idéologique. Et donc, ce vide idéologique fait qu'il est rempli par cette idéologie djihadiste qui est transnationale, transethnique, et qui attire donc de plus d'une centaine de pays. Parce qu'il y a différents profils, comme dans d'autres mouvements. Il y a les petites mains du djihad, il y a les penseurs, il y a les médecins, il y a les administrateurs, il y a tout. Il y a de tout là-dedans. Et donc, quand M. Laborde parlait tout à l'heure des anciens criminels, bon, pour des raisons très pragmatiques, ils ne vont pas envoyer un étudiant à Paris faire un attentat. Ils vont envoyer quelqu'un qui sait où acheter des armes, comment rester sous les radars. Et d'ailleurs, le seul étudiant algérien qui a essayé d'attaquer une église à Villejuif, il a tué une personne, il s'est tiré une balle dans le pied, il a appelé l'ambulance. Donc voilà. Oui. Vous êtes journaliste. Quel rôle jouent les médias dans la propagande actuellement islamiste radicale? Écoutez, moi je dis qu'il faut rentrer dans le 21e siècle et arrêter avec l'histoire des médias. Parce que le public des djihadistes ne regarde pas le 20h. Il n'écoute pas Radio-Canada. Il n'écoute pas France 24 il non plus. n'écoute pas France 24 non plus. Donc il est sur les réseaux sociaux. Ils ont leurs propres moyens de communication qui s'émancipent totalement des médias traditionnels. Aujourd'hui, c'est fini l'époque des talibans, d'Al-Qaïda qui devaient passer par un média, par l'AFP, pour passer un message ou montrer une preuve de vie d'un otage. Aujourd'hui, ils le font tout seuls. Hier, AQMI, donc Al-Qaïda en Maghreb islamique, a donné une preuve de vie, une vidéo d'un otage roumain, sans passer par les médias. Et en ce qui concerne la propagande, un discours de Baghdadi ou de Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, il fait le tour du monde 100 fois avant de tomber dans un papier ou dans un journal. Donc ils n'ont plus besoin des médias mainstream. Et c'est d'ailleurs la principale innovation que l'on peut attribuer aujourd'hui à l'État islamique ou à AQMI ou à d'autres mouvances djihadistes, comparativement à Al-Qaïda, qui devait toujours passer par Al Jazeera ou d'autres médias mainstream. Mais quelquefois, il y avait un décalage entre le moment où le message était produit et le moment où il était diffusé. Aujourd'hui, c'est l'instantanéité qui prévaut et qui renforce la force de ce message. Et le dernier exemple pour ça, c'est Boko Haram au Nigeria. Boko Haram au Nigeria passait par l'AFP pour faire des revendications. Et quand moi j'étais j'ai suivi ça de très près parce que j'avais une personne qui était dans les rangs de Boko Haram et qui a œuvré au rapprochement avec l'État islamique et qui m'a dit il y a eu une vraie charte. Et dans cette charte, il y avait des clauses, dont une clause médiatique. C'est pour que l'État islamique accepte l'allégeance de Boko Haram, il fallait qu'ils changent leur communication, qu'ils aient un porte-parole et que ça soit beaucoup plus cadré. Et c'est d'ailleurs de cette période-là qu'on n'a plus vu de Chikao jusqu'à la friction là, entre Chikao et un autre, Bernaoui, qui était le porte-parole. Donc le volet média, ils l'ont très bien compris, parce que c'est les enfants du siècle, c'est des gens qui ont fait des études. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont fait des études en pub et vente, en communication. Ils ont des target market, ils ont des spin doctors et ils adaptent leur message à chaque fois au public visé. Oui, et il adapte vraiment aux communautés linguistiques aussi, parce que pour avoir étudié la propagande de Daesh en russe, il y a un véritable ciblage culturel à la direction des russophones, qui n'est pas tout à fait le même qu'en direction des francophones et des anglophones. Bien sûr. Idem pour les turcophones, idem pour les birmans, idem pour les... voilà. Ils ont compris qu'il fallait cibler différemment
les publics. Ça demande un effort financier, entre autres, extrêmement considérable, par exemple. Les médias? Oui. Non. Non? Pas du tout. Ben, il faut quand même avoir des gens qui parlent, qui parlent toutes ces langues. Mais qui sont ils ont capables des gens d'adapter. qui... Mais attendez, les gens dans leur rang... ils ont des Canadiens dans leur rang, que je sache. Ils ont des Français, ils ont des Américains qui ont étudié dans les universités américaines. Aujourd'hui, un logiciel piraté, ça coûte 50 centimes. Ouais. Il suffit d'avoir une machine, un petit ordi à 2 000 € pour monter la chose. Ce qui est difficile, par contre, par rapport à la propagande, c'est de sortir les images poignantes, parce que là, c'est des gens qui filment en première ligne avec un taux de mortalité très élevé. Ouais. Voilà, et c'est là la difficulté aujourd'hui. Mais en ce qui concerne le matériel en soi, c'est pas non plus des sommes faramineuses. Voilà, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de... On a parlé à cette conférence beaucoup de mettre en place sur Internet un contre-discours qui viendrait contrer la propagande extrémiste. Comment on peut faire ça? Et est-ce qu'on est capable d'être aussi malin qu'eux, finalement? Ben, écoutez, déjà, il faut arrêter de les prendre pour des cons. Ça, c'est une première chose. Et arrêter d'infantiliser le public. Il faut donner une info de qualité au public. Et l'époque où on pouvait faire de la propagande, de la contre-propagande, ça ne marche plus. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ou les moins jeunes, ils cherchent l'info là où ils choisissent de la choisir. Donc, je n'ai pas de baguette magique. Je ne sais pas, parce que c'est un phénomène quand même nouveau. Mais en tout cas, j'estime qu'en tant que journaliste, en faisant le boulot de journaliste, en donnant des éléments de compréhension à un public qu'on doit respecter, je pense que c'est une des clés. C'est pas en infantilisant le public, en lui disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, écoute ci, n'écoute pas ça. Mais en même temps, vous dites, il se passe complètement des médias traditionnels. Vous et moi, on travaille pour des médias très traditionnels. Est-ce que le contre-discours dont on parle tant, il doit être ailleurs que dans les médias traditionnels? Il faut qu'il soit sur les médias sociaux directement. C'est évident. C'est évident. Il faut surtout que ça soit pas dans les médias mainstream, ni sur les sites gouvernementaux, parce que là, ça marche pas. Parce que du moment où un jeune Canadien considère le gouvernement canadien comme l'ennemi, pourquoi il irait chercher une info sur le site du... Voilà. Et puis, il faut qu'il soit produit par les jeunes. Oui. Il faut que ça vienne des jeunes aussi. Il faut que ça soit audible. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous demander une question personnelle, parce que vous et moi, on fait le même métier, puis dans le même genre de médias. À quoi on sert alors? Ah ben nous, on est là pour donner des éléments de compréhension. Parce que le public, c'est pas un public djihadiste, que je sache. Ouais, non. Voilà. Donc nous, notre boulot, c'est de donner des éléments de compréhension pour que peut-être un jour, les bonnes décisions soient prises et que le phénomène soit compris à sa juste valeur. À sa juste valeur. C'est-à-dire sans le minimiser, mais tout en le démystifiant, mais en l'expliquant. Il faut comprendre. Il faut comprendre et pas justifier. Mais il faut comprendre. Je ne veux pas vous laisser aller sans qu'on parle un petit peu de la bataille de Mossoul actuellement. On disait ce matin, c'est pas complètement confirmé, mais qu'il y a des troupes kurdes qui sont entrées dans Mossoul. Quelle est l'importance de cette bataille-là? Et il y a des gens qui disent déjà c'est la fin de Daesh, du groupe armé État islamique. Est-ce qu'on peut commencer à dire cela? Je ne pense pas qu'on peut commencer à dire ça. Déjà, il faut dire qu'on est aux portes de Mossoul, donc on est dans un bourg qui n'est pas vraiment dans le périmètre administratif de la ville. Voilà, juste pour être précis. Clair, ouais. Voilà. Est-ce que c'est la fin? Non, parce que je vous rappelle que l'État islamique a été chassé dans le désert en 2009 par les clans sunnites eux-mêmes. Et ça lui a pris quelques mois pour prendre la moitié de la Syrie et la moitié de l'Irak. Donc, tant qu'il y a des éléments objectifs qui existent, économiques, sociaux, politiques, il peut ressurgir sous une autre forme. Et c'est ce qu'il a fait dernièrement. La perte des villes, elle est nuisible pour l'État islamique parce que ça le perturbe dans sa prétention étatique. Parce que du moment où il perd les villes, il perd des sources de revenus et il perd cette prétention étatique et il revient au statut d'organisation terroriste comme Al-Qaïda. Et donc, il perd de ça superbe. Mais l'idéologie survivra. Bien sûr. Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvances djihadistes. Merci beaucoup d'être venu conclure cette émission avec nous. Aurélie Campagnard, professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission qui était en direct du Centre des congrès de Québec pour la conférence sur la radicalisation à l'Internet qui se tient ici, qui est commanditée par le gouvernement du Québec et l'UNESCO. Alors, c'est tout pour nous depuis Québec. Au nom de toute l'équipe, ici Michel Cog. Merci aux gens du ministère des Relations internationales du Québec, du Centre des congrès, les gens de Radio-Canada, Québec aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Alors, nous, on sera de retour à Montréal demain pour notre émission régulière de Midi Info, 11h30, 12h30 dans les Maritimes.